Bonjour, merci à Elastic de nous accueillir ce soir. Merci à l'accueil bienveillant de la Home Suite Company dans vos locaux spectaculaires. On a une vue sur tout Paris, il fait beau, enfin c'est merveilleux. Et merci encore une fois au grand David, voilà, l'incarnation de la communauté Elastic sur Terre. Voilà, merci encore une fois David pour ces meet-up où c'est toujours le bonheur d'intervenir ou de participer. Voilà. Donc je suis Yvan Monnier, je suis chez Chapvision au Chapter AI. Et je suis Louis Jourdain, ingénieur IA chez Chabvision aussi. C'est mon manager. Voilà. Donc on se propose aujourd'hui un sujet qu'on espère va vous intéresser, c'est la gestion de la mémoire d'un agent conversationnel avec Elasticsearch. Donc, euh, vous nous connaissez, hein, c'est nos photos, voilà. Et nous sommes membres de Chapvision. Chapvision, c'est un groupe de tech qui agglomère des entreprises de divers horizons et qui les organise, chacune des entreprises étant acquise pour un savoir-faire particulier. Donc nous étions acquis dans la colonne 2023, Quam, voilà, c'est nous, acquis pour le NLP. Voilà, depuis les acquisitions continues. Ensuite, nous sommes à peu près 1000 personnes, enfin pas loin, et 200 millions de chiffre d'affaires. Notre activité dans le régalien et dans les entreprises, à part plus ou moins égal. Et nous sommes membres du Chapter IA. Le Chapter IA, qu'est-ce que c'est? C'est que dans le groupe, il y a des grandes solutions qui ont elles-mêmes leur capacité agentique, voilà. Et puis il y a des ribambelles de solutions qui veulent aller vers l'IA. Et donc c'est de les aider, voilà. Donc c'est notre job de fournir ce qu'on appelle des capabilities, la capacité à ces petites structures d'accéder à de l'IA. Nous sommes membres de la squad Text Analytics, donc il y a l'IA spécialisée, des gens spécialisés dans le texte, il y a des gens spécialisés dans l'image et la vision par ordinateur, il y a des gens spécialisés dans l'audio. Voilà, donc il y a des squads, des squads, des squads. Voilà, et donc nous fournissons, nous, aux petites solutions du groupe, une solution et qui est packagée et assez light. Et donc, c'est de fournir ça également, éventuellement, à des clients extérieurs régaliens que ça pourrait intéresser. Donc, avant 2022, c'était le bon temps, quoi. C'était vraiment, le temps était simple. C'était la knowledge base. Quam était sur ce marché. Donc, la knowledge base, qu'est-ce que c'est? Le principe, prenez une masse de données non structurée, essentiellement des textes. Vous rajoutez des dimensions grâce au NLP. Chaque dimension devient une visualisation dans un dashboard. Et vous espérez, en fait, en vous baladant de dimension en dimension, de voir ce qui se passe et voir une information. Vous allez explorer ce qu'on appelle des agrégats. Donc la data vise à deux pendant, l'exploration d'agrégats ou l'exploration de relations. Donc soit vous allez trouver des agrégats, et puis vous vous baladez, ce que vous n'allez peut-être pas voir au niveau d'un document, vous allez peut-être le voir au niveau d'une société, et puis si vous ne le voyez pas au niveau d'une société, vous allez peut-être le voir au niveau d'un secteur. Voilà, donc c'est le voir, c'est grosso modo, en deux mots, c'est analyser des millions de documents sans lire, sans avoir à les lire en fait. Hein. C'était le bon temps, on n'avait qu'un seul index de relations. Donc, je vous ai mis une petite jauge que vous verrez en bas à droite. Vous verrez que cette jauge, elle va monter tout le long du truc. C'était l'idée. Donc, on faisait du BM25 et puis je vous parlais de l'exploration des relations. Après, comme on a des relations entre les entités, on peut passer, on tire une file en aiguille. Donc, en fait, c'est soit vous avez une analyse bottom-up ou top-down. Bottom-up, vous partez de la relation, puis vous essayez en tirant le fil de remonter à quelque chose. Soit vous êtes en fait top-down, vous partez de la masse et puis vous prenez un truc et vous descendez, vous faites ce qu'on appelle du drill-down. Voilà. Donc ça, c'était... Donc les relations, on a un deuxième index, on avait nos deux index. Donc on s'est dit, on n'est pas mauvais en LP, donc on a beaucoup de dimensions, on avait la capacité de faire rapidement des ontologies, donc du NLP. On s'est dit, on est pépère. On est parti pour la retraite tranquille. Vous avez vu que je ne suis pas un perdreau de l'année. Donc c'était, en fait, l'idée était là même. Le problème, c'est que 2022 est arrivé.
Et 2022, ben voilà la roadmap qui nous attendait devant, quoi. Donc ça a commencé avec les LLM, puis les LLM, eh ben, c'est bien, mais en fait, vous n'avez qu'accès au prompt. Et le seul moyen de communiquer avec un LLM, c'est un prompt. Donc l'idée, c'est de dire ben, comment je vais pouvoir mettre mes données dans le prompt. Voilà, donc c'est toute l'idée du RAG. Donc il a fallu se lancer dans le RAG. Et puis très vite, les modèles multimodaux sont arrivés pour se dire eh ben, que, en fait, les documents qui avant étaient du bon vieux texte tranquille, ben, c'est terminé. Donc c'est tous les documents Office comme avant. Mais maintenant, on y rajoute l'audio, on y rajoute la vidéo, puisque, en fait, les modèles multimodaux sont capables pour une image de décrire l'image. Si vous avez une vidéo, du son, ben, on vous transcrit l'audio. Si c'est de la vidéo, on transcrit l'audio, on détecte les scènes, on prend une image de chaque scène et on décrit chacune des scènes de l'image. Donc ça fait beaucoup de choses qui sont transformées en texte, en fait. Le RAG, c'est bien, mais vous posez une question au RAG, et puis ça se termine, quoi. Donc le dialogue est un peu court. Donc en fait, c'est pouvoir interagir avec vos données. Donc on tombe nécessairement sur l'agent conversationnel, et surtout que le RAG n'est pas le seul tool que vous êtes amené à utiliser. C'est-à-dire que quand vous faites une conversation, pour répondre à votre question, eh bien, on va utiliser un moyen qui est un tool, et le RAG n'est pas le seul tool. C'est le plus intuitif, le premier qui vous vient à l'esprit, mais ce n'est pas le seul. Voilà. Il y a le texte sous SQL, par exemple, pour les bases structurées, et puis il y en a 50 autres, typiquement le tool qu'a utilisé tout à l'heure David. Donc ensuite, les tools, c'est bien, mais il faut les construire facilement. Donc en fait, il faut prendre des tools qui sont simples et les assembler en super tools. Donc soit vous avez deux manières de le faire. Bah, c'est un peu comme quand vous avez une équipe. Bon, alors on peut prendre, je vais pas dire, on va pas dire que c'est une équipe de bras cassés, c'est une équipe qui marche, quoi. Donc il y a un qui est spécialisé dans le lancement, il lance les couteaux, l'autre il sait lancer les cordes, l'autre il est au combat à main nue, l'autre c'est le tir au pistolet à 200 mètres. Voilà, donc vous allez assembler votre équipe, voilà, et puis en fait il faut les organiser, parce que si vous commencez à tirer au pistolet avant que le gars ait lancé et le serrurier soit arrivé, c'est mal barré. Donc c'est comment vous orchestrez les équivalents de votre équipe. Et donc soit vous faites un truc qui est déjà défini, c'est le workflow, et on y verra. Soit, ben, c'est le Graal vers lequel tous les éditeurs vont, hein, c'est tout le monde qui est dans la course à l'IA est là-dessus, c'est l'agent multi-orchestré. Donc, typiquement, vous avez tous utilisé Claude. Donc, Claude, typiquement, c'est un système agentique. Vous utilisez aujourd'hui un système comme ChatGPT en ligne. Ben, en fait, c'est un système multi-agentique, multi-orchestré que vous avez, en fait. Voilà. Donc, c'est d'appliquer ça à l'entreprise, à vos propres données. Donc, en plus de perturber les plans de retraite d'Yvan, on peut quand même dire que l'arrivée des LLM en 2022-2023 a quand même beaucoup bouleversé le monde du logiciel et notamment des PME startups. C'est qu'avant, on avait un schéma assez simple où, en fait, le client venait avec ses données et le travail de la startup tech était de les valoriser, de les transformer en insight, en informations supplémentaires qui allaient aider son client à mieux faire son métier. Donc maintenant, donc avant, on avait un back-end avec lequel qui stockait les données du client, qui aussi effectuait ces transformations, et un front-end avec lequel les utilisateurs venaient interagir. En 2022-2023, on a un nouvel acteur potentiellement intelligent qui est le LLM qui arrive dans la danse, et toute la question que se posent toutes les entreprises dans la tech actuellement, c'est où est-ce qu'on doit le placer sur ce schéma. Alors pourquoi vous se lancez? Ils sont lancés là-dedans. Vous voyez la suite élastique aujourd'hui, c'est juste une merveille, mais vous dites ils sont dingues, quoi, de se lancer dans ce truc-là. C'est compliqué, c'est tordu, il y a des choses trappes à tous les étages. C'est surtout non déterministe, c'est-à-dire qu'on a dans la danse un LLM qui ne fait pas toujours ce qu'on veut, et ainsi de suite. Et donc, vous l'interrogez deux fois, il fait deux fois des trucs différents. Donc, l'enfer commence, voilà. Donc, pourquoi on s'est lancé? Tout le monde nous disait, c'est très compliqué. Alors, oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué, je vous le confirme.
Mais en fait, ce qu'on a pris, notre chance, c'est qu'on s'y est mis dès le début. C'est-à-dire qu'on avait un rag qui était à l'époque tout foireux, c'était du naïve rag, et qui fonctionnait avec l'Elastic 7, puisqu'on guettait à l'époque, je me souviens, les posts sur Elastic 7 sur la capacité d'introduire des embeddings qui venaient de sortir. Donc on guettait ça. Bon, évidemment, c'est du naïve rag, ça va pas très loin, on va voir pourquoi. Mais c'était à l'époque, donc on a pris le problème au début. Donc déjà, ça nous a aidé. La deuxième chose, c'est beaucoup de gens sont sur le cloud, beaucoup de solutions sont à base des LLM en ligne, et nos clients, vous l'avez vu, comme on a une activité régalienne, en fait, les régaliens, c'est on-premise, c'est sur les machines, et c'est déconnecté d'Internet. Donc comment faire fonctionner tout ça en Internet? Le marché est déjà plus restreint. Et la deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de frameworks. Et le problème des frameworks, c'est que vous mettez 2 lignes et puis le truc, ça marche. Ça c'est merveilleux. Voilà, je sais pas, vous avez utilisé l'Anggraph, c'est juste merveilleux. Le problème, c'est que si vous avez des trucs à la marge que vous voulez faire, vous faites un hack, puis vous en faites un deuxième, puis un troisième, puis vous upgradez. Tous vos hacks, il y a la moitié qui ne marche plus. Ou bien vous êtes obligé de les laisser parce que sinon ça va tout péter, machin. Et vous finissez par fonctionner avec des points de faiblesse dus à vos hacks qui sont disséminés et vous avez oublié tout ce que vous avez pu faire pour les faire fonctionner. Donc ça on l'a vécu avec LangChain à l'époque, c'était LlamaIndex également. Donc, et en plus, LangGraph est arrivé. Enfin, donc le problème des frameworks est un vrai problème. Et surtout, nos clients sont équipés. Ils ont tous fait au moins des endpoints LLM, ils ont tous au moins essayé d'héberger un LLM chez eux, ils ont toujours au moins fait un petit bout du chemin et ils ont besoin, par exemple, d'un chat conversationnel au milieu d'une application qu'ils ont déjà. Ils ont besoin de faire un appel RAG à un endroit, et ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui sont faciles. C'est des petits bouts qu'ils veulent prendre et faire un marché au milieu d'un truc ouvert où ils ont accès à la donnée. Donc, le RAG, l'idée du RAG, c'est de connecter les LLM au contenu. J'ai mes LLM, voilà, qui sont hors sol, et j'essaie de les connecter à mon contenu. Donc, pour faire ça, alors, on essaye de reproduire un problème qui est le contexte. C'est-à-dire que le langage humain, on a mis à peu près 200 000 ans à se mettre au point le système du langage. C'est-à-dire que le langage, c'est une connexion série. Vous parlez et les mots arrivent les uns après les autres. Donc vous avez beau parler vite, mais quoi qu'il arrive, c'est assez limité. En fait, et donc il faut pouvoir convoyer beaucoup d'informations par ce flux qui est assez limité. Donc l'humanité a mis des milliers d'années, dizaines de milliers d'années à y arriver, mais il est arrivé avec le langage. Et l'idée générale, c'est de dire, j'ai un contexte, voilà, ok, donc je partage, j'ai vécu les mêmes choses que toi, la même enfance, les machins, et toi aussi tu as vécu les mêmes choses. Et donc quand je vais te parler, je vais en dire le minimum, mais tu vas pouvoir, d'après notre connivence de contexte, reconstituer la chose de l'autre côté. Bon, le problème, c'est que nous, on arrive en 2026, on est obligé de se coltiner une machine de l'autre côté. Voilà. Donc, en fait, le contexte change et c'est de reproduire ce phénomène avec une machine. Et donc, on a vu, connecter le RAG aux données, donc on parle avec une interaction naturelle, donc avec un langage naturel. Je pose ma question en langage naturel et j'ai une réponse en langage naturel. On l'a vu qu'on pouvait le faire avec LLM. Avec un LLM, les premières versions de GPT 3.5 le faisaient. Vous avez la possibilité de communiquer avec un LLM avec un prompt. Donc toute l'idée du RAG, c'est se débrouiller comme on veut pour ramener le contenu de vos données dans la fenêtre de contexte. Donc pour y arriver, il faut faire un peu de traitement avant. C'est-à-dire que la chaîne s'est considérablement rallongée et il a fallu, en fait, quand vous intégrez vos documents Office, il faut en extraire le texte. Donc, c'est de l'OCR. Si vos documents sont numérisés, s'ils sont numérisés, il faudra faire de l'OCR. Si il y a des images, il faut les extraire, il faut les décrire. Et si vous avez du son, il faut faire de la transcription.
de l'audio. Ensuite, vous avez donc des documents qui sont des fichiers texte ou JSON ou XML, que sais-je, qui contiennent toutes les données de votre document. OK? Donc ensuite, s'ils ne sont pas dans la bonne langue, il faut traduire. Donc en fait, dans le groupe, on a la chance d'avoir Sistran, qui est le leader de la traduction offline, qui a 80 paires de langues, 80 langages, pardon. Donc on peut traduire et ensuite les enrichir avec le NLP. Je vous ai montré là, c'est rajouter des entités nommées, des machins pour naviguer dedans, rajouter des dimensions. Et donc, la nouveauté, c'est qu'il faut maintenant, comme le RAG ne fonctionne qu'à partir d'une invention, qui est l'invention de M. Mikolov, de Google, qui a encodé les phrases en vecteurs, et l'idée de base est de dire j'ai tellement bien encodé dans un espace de dimension 1024 ou autre, je vous ramène à vos cours de seconde sur les espaces vectoriels, donc là c'est de dire si les phrases sont comme ça, elles ne veulent pas dire la même chose. Par contre, si le vecteur est parallèle dans cet espace, en fait, ma phrase est parallèle. Donc ça veut donner un moyen très simple de calculer si une phrase est parallèle. Et donc, le vecteur associé à la phrase est parallèle. La phrase veut donc dire la même chose. Voilà. Donc, ça, c'est appliqué de manière industrielle par Elastic qui est au bout. Voilà. Donc, on fait ça pour les relations, on fait du stockage. Et Elastic, en fait, permet, quand les embeddings ont fleuri, les bases vectorielles ont proliféré, OK, mais Elastic s'est aligné, et comme d'habitude, c'était une fonctionnalité élégante et bien faite, vous allez voir, et comme c'est assez facile à mettre en œuvre, et surtout, que c'est compatible avec le BM25, c'est-à-dire le score que vous avez en embedding est le même que celui que vous avez en BM25, il est compatible. Donc ça, c'est le truc juste dingue, en fait, voilà, puisqu'on va voir l'intérêt de ça. Ma petite jauge, il y a un nouvel index qui est apparu, celui des chunks. Et donc, l'intérêt d'avoir une recherche mixte, maintenant, ça nous ouvre la porte d'un RAG qui est beaucoup plus performant. Pourquoi ? Parce que avant le BM25, on se dit c'est ancien, sauf qu'il a un énorme avantage, le BM25, c'est qu'il se focalise sur les termes les plus significatifs de votre requête, qui vont ramener les termes les plus significatifs des documents. OK, donc ça répond à la question de quoi parle la question. OK, ce que ne fait pas forcément toujours bien la semantic search, où elle va se focaliser sur le sens de la question. Donc le sens de la question, c'est-à-dire que veut dire la question par rapport à de quoi on parle, ce sont deux choses intrinsèquement différentes. Donc c'est important, et ça va nous donner deux sets de documents, de chunks, donc il va falloir re-ranker. Donc c'est un re-ranker qu'il nous faut et qui va faire ce boulot. Voilà, donc on est arrivé maintenant au simple RAG, donc c'est-à-dire que par rapport au naïve RAG qui est juste de la requête vectorielle, là j'ai de la recherche hybride, voilà, avec un re-ranker au milieu, je suis donc dans le simple RAG, voilà. Donc tout va bien, j'ai le simple RAG, mon nombre d'index est à peu près clair, il y a plein de notions qui sont arrivées comme les dense vectors avec KNN, donc ça a commencé un peu à se complexifier. Et puis les utilisateurs, le problème c'est que vous avez des utilisateurs finaux, et vous savez comme moi que les utilisateurs finaux, ils posent n'importe quoi comme question. Voilà, donc ils posent des questions ambiguës, voilà, donc on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Ils posent des questions, en fait, implicites, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent que le truc connaît ce dont il est en train de parler, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent que le contexte est partagé avec les deux. Donc en fait, l'idée ici, c'est de dire comment je vais pouvoir me débrouiller pour arriver à m'arranger de ces questions foireuses. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un routeur qui détermine est-ce que ma question est correcte. Si elle est un peu implicite ou ambiguë, je vais la décomposer en questions diverses et variées. Voilà, et je vais pouvoir la décomposer, ce qui va me donner d'autres contextes. Parallèlement à ça, je fais une traversée de graphes, parce qu'on l'avait vu, c'est que le chunk avec les embeddings, c'est bien, mais ça n'a que la portée de la phrase. Si vous avez des notions qui sont en dehors de ce truc-là, en fait, ça va être difficile à relier. Donc, c'est l'utilisation d'un graphe pour essayer de relier des éléments qui sont pas loin l'un de l'autre. Donc ça nous donne des séries de contextes qu'il va falloir re-ranker. On envoie les meilleurs dans le prompt, puisqu'on est limité avec la taille de prompt.
et on envoie ça à LLM. Donc première chose, c'est être indépendant du LLM, surtout vous y touchez pas avec un bâton. Hein, donc voilà. Et l'idée ensuite, c'est d'avoir une réponse en langage naturel. Donc si le sujet des graphes vous intéresse, il y a deux oiseaux que vous avez reconnus, hein, c'est les mêmes. Voilà. Donc, en fait, ça vous montre qu'on peut faire malgré tout du graphe avec élastique. Donc si ça vous intéresse, il y a un autre talk. C'était avant le 100, je ne sais pas combien c'était, mais voilà. Donc le RAG, ben, maintenant si on le reprend, au milieu, vous aviez le RAG simple dont je vous ai parlé, mais s'il y a des expansions de requêtes, eh ben, on part là-haut et on part dans chaque requête, sous-requête part dans un RAG compliqué, voilà. Donc un RAG simple également, voilà. Donc ça me renvoie à des contextes. Et j'essaye malgré tout de relier des notions qui peuvent être disjointes à travers un graphe pour faire des chunks qui sont sur le chemin du graphe pour me donner. Donc tout ça, ça fait beaucoup de chunks. Donc avec Elastic, c'est assez simple en fait. On parallélise des trucs, on a les requêtes. Le retrieve, c'est vraiment pas le problème. Donc en fait, vous avez peut-être, vous écrivez votre Python, vous pouvez vous y prendre comme un manche. Il y a un facteur à peu près 10 d'exécution entre le temps Python et la requête élastique. Et puis de toute façon, vous avez un facteur de à peu près 100 de votre Python avec le LLM. Donc en fait, le retrieve n'est absolument pas le problème, quoi. Donc l'idée, c'est de dire, c'est bien le RAG, mais je fais mon RAG, je pose ma question, et ploum, ça s'arrête. Donc en fait, comment faire? C'est de se dire, le RAG n'est pas forcément l'outil unique de l'affaire. Donc les LLM ont pallié à l'affaire en utilisant en fait le function calling. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de dire, je lui donne une liste d'outils parmi 10, donc parmi 10, 15, voilà, c'est rarement plus. Et vous décrivez chacun de vos outils, vous décrivez la tâche que vous voulez faire, ce que vous avez dans votre question, et il va deviner quel est le meilleur tool qu'il va falloir utiliser. Okay? Le tool, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode dans un langage quelconque, donc c'est un endpoint API, c'est donc ça peut être fait en MCP, avec le protocole MCP qui est l'Espéranto, mais ça peut être une méthode Python, que sais-je. Et donc, une méthode Python, elle a de l'argument, des paramètres, et il y a deux sortes de paramètres. Il y a ceux qu'elle ne peut pas inventer, vous allez lui donner. S'il y a une clé d'API, vous lui donnez une clé d'API. L'URL, il faut donner l'URL, ok. Mais si, dans votre question, il y a des éléments, par exemple la météo à Boston, eh ben, il va deviner, il va extraire Boston, et il va demander, donc météo, il va savoir qu'il faut aller faire tout le météo, et Boston, c'est de l'argument de votre fonction à envoyer. Donc il y a des arguments qu'il va être capable de deviner. Donc ça nous mène ici j'ai bientôt fini, hein, après c'est lui. Donc augmented LLM. Donc le augmented LLM, qu'est-ce que c'est? La première chose, je vous disais, c'est que le LLM, il ne faut pas toucher avec un bâton. Ok, grosso modo, on est des Français, on est entre Français. Donc vous connaissez le problème de la souveraineté. Ok, donc c'est un problème numéro un pour nous, hein, pour tous les Européens. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont le même problème, de réduire la dépendance américaine. Donc, grosso modo, vous avez un LLM, vous avez trois choix possibles. Soit vous allez chez les gros, et le LLM, vous avez compris que tout ce qui est dans votre prompt, qui est la substantifique moelle de ce à quoi vous vous intéressez, et bien ça part aux États-Unis, ok, soumis au IA Act, ok. Donc, ça veut dire que les Gemini, OpenAI, voilà, le problème, c'est que économiquement et en performance, il n'y a pas mieux. Vous n'y arriverez jamais. C'est-à-dire, économiquement, ça sera toujours moins cher d'aller chez eux. Et en performance, vous arriverez rarement à avoir les mêmes performances que vous n'y arriverez pas. Okay, donc ça, c'est la première chose. Donc c'est la solution de facilité. Okay, et puis, vous allez dire, bah, moi, rien ne sort, rien ne rentre chez moi. Moi chez moi, tout est cadenassé, machin, rien ne sort. Et vous vous retrouvez sur des petits modèles. Et puis, grosso modo, vous dire, bah, je vais faire tourner ça sur un H100. Ah ben, il n'y en a plus, parce qu'ils sont pris par les providers. Mais je vais prendre 48 gigas. Bon, j'ai une 48 gigas. OK, combien je peux en mettre dans un rack? C'est des 2U. Je peux en mettre 4. Voilà, une machine comme ça coûte 35 000 euros. Grosso modo, la question, elle est assez simple.
C'est combien de fois je suis prêt à mettre 35 000 euros pour avoir un temps de réponse raisonnable pour mes utilisateurs. Vous rendez compte que vous allez retrouver avec 4, si vous êtes riche, 5 peut-être. Voilà, RAC, il faut faire tourner ça. Donc il faut des ingénieurs, des machins, et des gens plutôt velus. Donc en fait, c'est compliqué, ça coûte cher. Donc le prix est vraiment un gros affaire. Donc ça, ce qui paraît pas cher, en fait, vous revient au final très très cher. Okay, donc vous vous dites, bah, je vais prendre un gentil austère. Voilà, donc la solution, troisième solution, voilà, qui vient d'émerger, en fait, c'est je prends un Scaleway, un OVH, un bon gentil européen, non soumis au IACT, et je prends des modèles intermédiaires, puisqu'il n'a pas accès aux très gros, mais il peut prendre des Gwen 32B, des Mistral Small, ou voilà, des modèles assez décents. Donc typiquement, ils offrent maintenant, par exemple, OVH le fait, le LLM as a service. Vous avez une API, vous payez, puis vous compte vos tokens, et il vous garantit que les tokens partent pas au moins aux États-Unis, quoi. Donc le LLM, on a parlé. Les prompt library, c'est que vous commencez à crouler sous les prompts, c'est bien d'avoir une librairie et un CRUD pour à peu près les gérer. Les tool factory, faut pouvoir enregistrer les tools assez facilement en disant voilà qu'est-ce qu'il fait, voilà les arguments que tu vas deviner, les arguments que je vais te donner, ok. Et la sémantique memory, il arrive, petit effet, voilà. Et on va vous expliquer ce que c'est. Donc l'enjeu, vous l'avez compris, c'est de pouvoir finalement avoir une conversation complète avec votre agent IA. C'est que pour l'instant, le service à l'architecture compliquée qu'on vous a présenté est un RAG qui fonctionne en one-shot. Vous venez avec votre question, il se passe beaucoup de choses dans les coulisses. Le LLM, à partir d'un prompt bien conçu, vous envoie la meilleure réponse possible à cette question et ça s'arrête là. On n'a aucune notion de mémoire avec le pipeline de RAG qui a défrayé LinkedIn en 2023. Et c'est là le problème. Il n'y a pas de transition entre le RAG, qui est ce que tout le monde voulait construire, et l'expérience ChatGPT que veulent les utilisateurs, c'est-à-dire être dans une conversation multitour avec un agent qui va, comme l'a fait David tout à l'heure, rebondir sur les questions, comprendre et se souvenir de ce qui a été dit avant. Et c'est un des sujets principaux du speech d'aujourd'hui. Donc heureusement, on ne partait pas de zéro dans ces questionnements, puisque finalement, les créateurs de GPT avaient déjà pensé à cette simulation d'une conversation entre deux utilisateurs. Ils ont, en même temps que leur modèle, mis en ligne un format qui est devenu la norme de tous les grands créateurs de modèles, qu'on appelle maintenant le format OpenAI, qui va stocker une conversation. Donc finalement, pour les pythonistas dans la salle, une conversation au format OpenAI, c'est rien d'autre qu'une liste de dictionnaires dont les champs doivent être forcément rôles. Donc c'est qui a parlé, est-ce que c'est le user, l'utilisateur, est-ce que c'est l'assistant, l'agent IA. Qu'est-ce qui a été raconté, ça c'est le content, donc la réplique. Et plus les agents sont devenus plus compliqués, plus on a ajouté de champs. Donc comme l'a expliqué Yvan, on a eu la possibilité d'appeler des outils. Donc on stocke pareil ce qu'on appelle les function calls dans des sous-champs de ces JSON. Donc vous avez, donc ici par exemple, si on regarde ce qui se passe un peu plus près dans un des dictionnaires qui représente un tour de parole, vous avez le rôle, l'assistant, c'est l'agent IA qui a parlé, il a prononcé aucun mot parce qu'il a décidé d'appeler une fonction, il a décidé d'appeler la fonction getCurrentWeather avec comme argument Boston comme localité. Et donc tout ça est condensé dans ce gros format que tout le monde, tous les providers de modèles partagent et savent décoder. C'est plutôt rassurant. Finalement, si on prend du recul, ce n'est que des JSON nested les uns dans les autres. Ça se décrit très bien comme un objet en orienté objet en code. Une élastique est facile. On peut créer des index avec des objets, des propriétés, des typages de manière souple. Donc on se dit c'est simple, il suffit de prendre cet objet au format OpenAI, d'une conversation au format OpenAI, on la met dans notre index et le tour est joué. Sauf que si c'était si simple, on ne serait pas venu vous faire une présentation d'une heure ce soir. Le problème, c'est qu'il faut implémenter une mémoire, c'est-à-dire que
L'enjeu principal, c'est que quand on va poser la question suivante, alors qu'on a eu toute une conversation plus tôt avec notre agent, eh bien, ils se souviennent de ce qu'il passe. Or, on ne peut pas techniquement forcément mettre toute une conversation en entrée d'un LLM. Donc pendant longtemps, la limite était essentiellement technique. C'est-à-dire que les LM ont ce qu'on appelle une fenêtre de contexte. Donc on peut mettre en fait un certain nombre de tokens en entrée du modèle pour qu'il réponde et ne lance pas une erreur 500. Donc pour ceux qui ont commencé l'IA générative et se souviennent, il y a 3 ans, fort longtemps, la limite de contexte d'un Llama 2 était de 8000 tokens, ça représente à peu près 2000 mots, donc c'est 3 pages de documents Word. Or, quand on commence à avoir une longue conversation avec notre agent, notre modèle, surtout s'il fait appel à du RAG qui lit et extrait les documents, vous vous rendez bien compte que la fenêtre limitée des modèles on-premise est très rapidement saturée. Et même aujourd'hui, chez les modèles les plus performants comme Claude Opus 4.5, etc., on est sur environ 200 000 tokens, donc environ 50-60 000 mots. Et si vous êtes utilisateur de Claude Code, vous vous rendez compte que de temps en temps, lorsque vous avez vibe codé trop longtemps, il vous dit compacting conversation, vous attendez 3 minutes avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Donc on est obligé de penser à des mécanismes pour venir compresser l'information qu'on va mettre en entrée du LLM pour avoir la réponse suivante et continuer la conversation. Vous dites OK, mais si on a des petites conversations de taille raisonnable avec Claude, on est tranquille. Vous êtes tranquille, mais vous allez le payer cher. Parce que, en fait, le coût d'inférence d'une réplique de LLM est proportionnel au nombre de tokens mis en entrée. Donc, c'est-à-dire qu'aux premières répliques de votre conversation avec votre LLM par API, ça coûte pas très cher parce que le contexte est très faible. Il y a, vous lui dites bonjour, comment ça va, dis-moi la météo à Boston. Vous avez grillé 20 tokens en faisant ça. Mais plus vous avancez dans la rédaction d'un rapport, vous saturez le contexte, votre centième requête de votre conversation suivie, elle va vous coûter peut-être 20 fois plus cher que la première. Et ça, les gens le voient assez peu. Donc même si on n'a pas l'impératif pratique, c'est intelligent de penser, pour faire des économies, à une gestion de la mémoire. Et donc, c'est pas si simple que ça. Si on regarde un peu ce qu'ont fait les frameworks dont on vous a déjà dit qu'on ne les portait pas dans notre cœur, et qu'on prend par exemple LangChain, LangGraph, donc ça, j'ai regardé il y a 6 mois, peut-être que ça a changé d'ici là. Lorsqu'on a commencé nos travaux il y a à peu près 8-10 mois sur la question, on a été regarder ce qui existait chez les frameworks comme gestion de la mémoire. Donc on voyait dans leur librairie, dans leur documentation, un certain nombre d'options pour aider les gens qui faisaient des agents LangGraph en Python à implémenter facilement des mémoires. Si on regarde un petit peu ce qui existe, on a la conversation buffer memory, c'est la mémoire tampon. C'est tout bête, ça veut dire que votre modèle, il a 30K de tokens de contexte, et je prends toujours les 30 derniers et je m'en fiche de ce qu'il y a au-dessus. Donc vous êtes content, votre code ne crache pas dès que vous avez commencé à dépasser la ligne des 30 000, mais vous avez du coup oublié tout ce qu'il y avait dessus. Je vais vous raconter une petite métaphore qui va nous suivre sur la suite du talk et qui sera peut-être un peu plus parlante. Imaginez que votre cousine se marie. Elle, vous dînez avec elle et elle passe toute votre conversation à vous parler de son mariage. Donc elle va vous parler pendant une demi-heure du plan de table. Ensuite, elle va vous parler pendant une demi-heure du traiteur. Ensuite, pendant 20 minutes du DJ, 20 minutes de la salle. Et puis après, au moment de vous dire au revoir, elle a quand même un doute et elle dit... Finalement, est-ce que tu es sûr que je peux placer Jonathan et Thomas à côté du coup, en tant qu'humain, on a des mécanismes dans notre tête qui font qu'on va se souvenir de ce qu'on s'est dit il y a 1 heure ou 2 lorsqu'on parlait du plan de table et pouvoir tout de suite connecter les neurones et répondre à cette question-là. Mais si on applique la question, la méthode de la mémoire tampon, on se souvient que de ce qu'on a dit sur l'allocation de la salle et on n'a plus du tout aucune information sur le plan de table. Et donc, on n'est plus capable de répondre à la question. Donc, on voit que ce n'est pas du tout suffisant de faire ce qui est l'option par défaut dans LangGraph. Deuxième option, donc une fenêtre glissante. La troisième, c'est de faire un résumé. De dire, OK,
j'arrive à 30 000 tokens, j'ai attention alerte rouge, j'ai bientôt dépassé la taille maximum, donc j'appelle un LLM dans les coulisses, je lui demande de me réduire les 30K tokens en 10K tokens, et ensuite c'est bon, je suis reparti pour 20K tokens, je suis tranquille. Mais on a quand même perdu la granularité de l'information en route. C'est-à-dire peut-être que dans toute la conversation, si on devait résumer mes 2 heures de conversation avec ma cousine en 30 000 tokens, on aurait peut-être oublié la fois où elle a mentionné qu'à Noël dernier, Jonathan et Thomas s'étaient quand même bien râlés dessus. Et donc on aurait beau conserver quand même des formes de résumé. On aurait eu comme résumé, on a parlé du plan de table, du traiteur, du DJ et puis de la salle, et on aurait perdu la granularité de l'information, donc on ne sait toujours pas répondre à notre question suivante. Donc ça ne marche toujours pas. Et en plus, ça coûte plus cher, parce que tous les 30K tokens, je dois tirer la chasse, appeler un LLM, faire générer, et donc j'ai des coûts liés à ce résumé en MapReduce, pour ceux qui aiment bien l'informatique. Donc finalement, on voit ils ont aussi d'autres implémentations, Entity Memory, Conversation Token Memory, enfin ils expliquent bien que c'est très expérimental et qu'il ne faut pas trop y toucher et qu'ils n'assurent pas le service après-vente. Donc on voit que même les frameworks qui sont censés nous régler tous nos problèmes en tant qu'implémentation proposent des solutions déceptives à la question de la gestion de la mémoire alors qu'elle est très importante. Du coup, lorsque l'on est désespéré par l'état des frameworks industriels, on va regarder un petit peu ce que raconte la recherche, notamment ce papier de mars 2024 qui est assez intéressant, qui s'appelle Cognitive Architectures for Language Agents, qu'on appelle Koala dans la communauté. Et c'est un des papiers qui a été le plus cité sur la question de la mémoire des agents IA. En fait, il propose une analogie intéressante entre la façon dont la mémoire humaine fonctionne et celle dont on voudrait que notre agent IA, celle de notre agent IA fonctionne. Et ils utilisent du coup une distinction entre 3 formes de mémoire qui existent chez l'homme. La première, c'est la mémoire sémantique qui correspond à ce qu'on sait. Les choses qu'on a appris à l'école, par exemple, la date de la prise de la Bastille, le fait que Boston soit aux États-Unis, enfin ce genre de choses. Et ça, on peut simuler une mémoire sémantique avec des outils comme le RAG, où je viens connecter mon LLM qui a des connaissances paramétriques limitées avec des connaissances de spécialité, c'est votre domaine métier, et ça correspond aux données que vous mettiez, c'est les années de master où vous vous spécialisez sur un sujet. On a la mémoire épisodique qui correspond aux choses qu'on a fait. Par exemple, ce matin, je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai été travailler, ensuite j'ai pris le RER pour venir vous parler avec grand plaisir maintenant. Et pour un agent IA, ça correspond aux actions qu'il a effectuées, donc aux appels d'outils qu'il a lancé plus tôt. Parce qu'avec toujours ce problème de compression, si l'agent oublie qu'il a appelé un outil il y a 10 minutes, il va peut-être le rappeler une deuxième fois. Donc ça va coûter du token, des appels d'API si c'est des API payantes, et c'est très suboptimal. Et enfin, le troisième type de mémoire s'appelle la mémoire procédurale, qui correspond à des savoir-faire qui sont un peu qu'on a ingéré sans trop s'en rendre compte. Par exemple, je sais nager, je sais faire du vélo. Et ça, c'est en donnant des instructions précises dans le système prompt de notre agent qu'on va arriver à lui donner des capacités ou des automatismes de réflexion tout au long de notre conversation. Donc finalement, avec des petites ruses techniques, on voit qu'on pourrait essayer de donner à nos agents IA une mémoire qui soit similaire en tout cas dans ce fonctionnement, qui soit la plus proche possible de celle qu'on attendrait d'un agent avec qui on a une conversation. Le problème de ce papier Koala est que finalement, c'est un papier théorique qui ne propose aucune implémentation des belles choses qu'il raconte. On est donc obligé de continuer et de lire d'autres choses. Donc vous voyez, un des surveys sur la question de la mémoire dans les agents IA faisait 107 pages. Heureusement, je l'ai lu pour que vous n'ayez pas à le faire. L'idée est que les chercheurs et les industriels ont un peu utilisé les différentes vagues technologiques pour implémenter cette mémoire. Donc les premières mémoires de 2022-2023 reposaient essentiellement sur de la recherche sémantique, donc des techniques RAG-like. Les techniques de mémoire de 2023-2024 ont commencé à beaucoup travailler sur la notion de graphe de mémoire.
En fait, avec des méthodes inspirées de la psychologie où en fait, on vient écrire des notes à chaque fois que des nouvelles informations importantes apparaissent dans la conversation. On relie ces notes dans un graphe et ensuite on fait de la recherche sur ce graphe. Ces mouvements-là, c'est un peu parallèle avec la popularité du graph RAG en 2024. Et on a eu aussi les techniques de mémoire dites agentiques où en fait, le LLM choisit lui-même quelle information de la conversation est importante et qu'il l'écrit lui-même dans un index. L'inconvénient de cette technique-là, c'est que c'est des outils supplémentaires, c'est des tokens supplémentaires consommés, avec aussi le risque d'erreur si on a oublié de retenir quelque chose d'important ou qu'on a retenu quelque chose de pas important. Toujours le même problème. À ça s'ajoute récemment la gestion de la mémoire comme file system, qui est illustrée par Claude Code, par exemple, où en fait on va venir écrire dans des file systems auxquels l'agent a accès avec des outils de CRUD les informations importantes dans des fichiers et non pas dans des index, des bases de données ou des graphes. Donc voilà un petit peu tout le panorama technique qui est possible de déployer pour construire une mémoire un peu plus intelligente. C'est gentil, on a lu 107 pages, on a mal à la tête, on nous a présenté plein de techniques et on ne sait pas trop quoi en faire. Peut-être finalement que les choses simples sont les meilleures. Si je récapitule un petit peu notre besoin technique, on a besoin de gérer intelligemment la mémoire qu'on a défini comme en fait un mécanisme de filtrage sur, on avait tout l'objet de la conversation complète au format OpenAI, on doit opérer une forme de filtrage sur cette conversation complète pour n'envoyer au LLM que ce dont il a besoin à minima pour répondre à la question suivante de l'utilisateur. Finalement, c'est ça la formulation technique de notre besoin. On doit être capable de s'adapter dynamiquement à la taille de la fenêtre du contexte du modèle utilisé. Si notre client n'a aucun problème à utiliser GPT et veut bien payer pour 204 contextes, on ne se fatigue pas et on lui en donne autant que possible. Si par contre on est sur un LLM on-premise 32 cas de contexte, ma limite c'est 32 cas. Donc il faut que mon système il soit souple selon les contraintes techniques du client. Il faut donc aussi se souvenir de l'enchaînement logique des messages. Donc, il faut avoir une notion d'ordre. On ne peut pas faire un RAG simple et juste extraire des fragments de conversation. Il faut que la conversation ait un ordre chronologique et le conserver. Et il faut être capable de sélectionner uniquement les passages de la conversation qui sont vraiment utiles pour répondre au message suivant. Comment implémenter ça? Du coup, on a décidé en fait de faire un mix entre plusieurs des techniques proposées, avec ce qu'on a appelé la mémoire à court terme, qui correspond au dernier message de l'utilisateur, puisque souvent la dernière question va contenir des anaphores ou des coréférences. Donc, par exemple, je fais une étude sur les chars en Ukraine. Fais-moi la liste des chars utilisés en Ukraine le mois dernier. Question suivante, et ceux sur la Russie. Cette question-là, elle ne fait... désolé, j'ai spoilé les questions de la démon. Mais cette question, la dernière question, ne va faire sens que par son contexte immédiat. Donc pour que ça fonctionne, il faut forcément qu'on donne les quelques derniers messages pour pouvoir contextualiser la réplique suivante de l'utilisateur. Et à cela, on va complémenter ça par une recherche des bouts de conversation les plus pertinents en haut de la conversation. Donc en fait, on va devoir faire un genre de RAG avec des contraintes techniques que je vais vous présenter. Les contraintes techniques sont que, donc comme Yvan vous l'a expliqué, pour faire du RAG, on doit chunker, on doit découper par phrase. Or, les répliques d'une conversation sont de taille inégale. Une interaction de l'humain ou du message peut juste faire une phrase, comme si vous avez demandé une explication complète à votre LLM, ça peut faire un gros pavé. Sauf que la recherche sémantique et vectorielle est efficace juste à une certaine taille. Si vous donnez des chunks trop gros, on dit que la recherche est fuzzy, elle est floue, elle ne fonctionne pas. Donc en fait, ce qu'on va être obligé de faire, ce qui est assez peu fait, c'est qu'on va être obligé d'appliquer au contenu total de la conversation le même traitement qu'on fait aux documents, c'est-à-dire on les coupe en petites phrases. Du coup, ces petites phrases-là, on doit les mettre dans un index à part, un index des fragments conversationnels, et on va faire du RAG sur non pas les répliques entières, mais ces fragments de conversation, dont on va seulement sélectionner les plus pertinents par rapport à la dernière question de l'utilisateur. Et donc, on a un genre de moitié-moitié, où en fait, on envoie dans le prompt au LLM pour générer l'étape suivante de la conversation, les K derniers messages, les L messages les plus proches par rapport à sa question.
Et on fait une équation sur le nombre de K et de L en fonction de la taille de contexte qui est définie par le modèle qu'on va utiliser. Donc c'est une méthode qui est rustique par rapport à ce que d'autres ont pu implémenter, mais qui a l'avantage d'être frugale, scalable, mise à l'échelle, et qui fait faire des économies quand bien même on utilise des gros modèles. Pour vous montrer qu'on a absolument une transparence totale sur nos secrets industriels, et pour ceux qui aiment bien Python, je vous montre un petit peu les objets qu'on a utilisés. Donc finalement, on ne va pas stocker en fait, on va s'affranchir du format OpenAI pour redéfinir dans Elastic un format particulier pour stocker les conversations. Donc on va définir une conversation comme ayant un ID unique et des informations sur l'utilisateur qui l'a lancé. Ça va nous permettre dans les produits qui hébergent ces chatbots d'avoir comme dans ChatGPT l'onglet d'historique à gauche et de naviguer d'une conversation à l'autre. Et en fait, on a donc comme un objet, les fragments conversationnels. Un fragment conversationnel a une ID qui lui est propre, il a les informations de la conversation à laquelle il est rattaché, il a le rôle dans lequel il se place, donc c'est assistant user, il a le nombre du rang. Par exemple, la conversation, elle est constituée de, 23 tours de parole. Le fragment qu'on considère, c'est le deuxième fragment du 13e tour de parole, par exemple. Et le fait d'avoir découpé les choses comme ça permet, avec un script Python que je n'ai pas eu cette fois-ci la gentillesse de vous donner, de reconstituer à partir de requêtes très simples dans l'index. Je fais l'agrégat de tous les fragments conversationnels qui ont comme ID de conversation cette ID-là, et j'ai tout d'un coup. Et ben, ça me permet de reconstituer l'objet au format OpenAI que je peux envoyer à mon API de LLM pour obtenir directement la réponse suivante que je peux du coup venir réindexer dans l'index et continuer ma conversation en ayant fait la sélection. Donc ça, à bon gré mal gré, ça nous force à créer un nouvel index, l'index assistant, qui va stocker ces fragments conversationnels pour pouvoir avoir ces assistants embeddés dans nos produits. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est assez rustique. En termes de technique, on utilise quoi? On découpe, on utilise de la recherche vectorielle et un petit peu de code Python, et on a un système robuste et scalable. D'autres gens ont fait beaucoup plus intelligent. Je me réfère ici à un talk donné par l'ancien président de Gina AI il y a moins de 2 semaines et qui portait précisément sur cette question. Donc ces slides intéressantes ont un peu, comme je l'ai fait, mais actualisé, fait un peu un point sur toutes les techniques qui avaient été expérimentées pour implémenter la mémoire d'un agent, avec en plus la considération intéressante du fait que des fois c'est important aussi d'oublier. Donc dans son talk, il a aussi beaucoup insisté sur cette importance de savoir sélectionner quelle info est importante, quelle info doit être oubliée, laissée de côté, avec la notion aussi de temporal decay qui est très intéressante. Donc pour vous dire qu'on peut faire plein de choses techniquement compliqué, que c'est un vrai enjeu de recherche actuelle en intelligence artificielle et que Elastic a bien compris que c'était aussi une question centrale sur laquelle on aura, à mon avis, des nouvelles de leur côté dans les mois à venir. Donc on est content, on a libéré un agent conversationnel GPT-like qui fonctionne dans d'autres produits, mais les gens sont jamais contents. Voilà, ben oui, on a des utilisateurs. Donc, les utilisateurs, ils baignent des fichiers en disant je veux parler dessus. Voilà. Et puis, j'aimerais, comme fait ChatGPT, que au lieu d'avoir une conversation, je produise de manière interactive un fichier. Donc, en fait, c'est d'introduire les fichiers dans la danse. Donc, tu te débrouilles comme tu veux, tu me fais ça. Voilà. C'est un peu comme ça que notre relation fonctionne. Donc finalement, on en retourne à notre problème, c'est que on a une quantité d'informations, on veut la réduire de manière à rentrer dans la fenêtre de contexte de notre modèle. C'est toujours le même problème. Sauf que là, ce que Yvan est en train de nous dire, c'est que l'utilisateur veut uploader des PDF à la volée dans le chat, comme vous le faites avec ChatGPT, poser des questions dessus. Donc là, les gens qui ont un budget illimité se disent bah, c'est simple, j'extrais le texte du PDF, je le mets dans le prompt et puis basta. Mais souvenez-vous de notre contrainte technique. C'est que si le PDF fait 20 pages, c'est-à-dire à peu près 60 000 tokens, que mon modèle en fait 30, déjà ça ne rentre pas. Et comment je fais pour sélectionner dans tout le PDF ?
seulement les morceaux du document qui m'intéressaient pour répondre à la question. Et si 3 questions plus tard, l'utilisateur pose une question qui porte aussi sur le PDF, ça veut dire que je dois me refarfouiller dedans pour resélectionner seulement les informations pertinentes pour cette nouvelle question. Donc la question qui a l'air d'être super simple, oui cette feature-là existe dans ChatGPT, implémente-la c'est facile, demande des vraies réflexions de back-end. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en 2025 ou 6 quand on a un problème et qu'on ne sait pas trop par où le prendre? Eh ben, on pose la question à ChatGPT. Donc j'ai fait une rétro-ingénierie des fonctionnalités upload de fichiers et Canvas de ChatGPT, simplement en l'interrogeant et en lui demandant comment il fonctionnait dans les coulisses. Et ça fonctionne assez bien. Par exemple, on apprend que lorsque vous baignez vos documents dans ChatGPT, ils y restent, en fait, les documents restent sur les serveurs d'OpenAI environ 72 heures. C'est un peu flou et les conditions d'utilisation ne sont pas plus claires. Donc si pendant les 72 heures et que vous avez de la chance, ils sont encore dedans, vous reposez une question sur le document, il existe encore, vous repassez là le lendemain, il a oublié que le document est là, ça a été wipe out des serveurs et on ne sait pas trop comment y accéder. Donc ça brise même le flux de la conversation. Donc, information intéressante, ça veut dire que les fichiers sont stockés dans les serveurs de OpenAI. Bon, bah, on va devoir faire pareil, on va devoir stocker les fichiers de nos clients. Et il faut aussi qu'on sache y accéder. Donc nous, finalement, on a dit, bah, finalement, ingérer des fichiers, on l'a fait avec notre RAG, on sait le faire. Donc on va reproduire la même logique et on a converti ce problème d'ingestion de données online en un problème de tooling. Je m'explique. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a créé un système qu'on a appelé le système des artefacts, en s'inspirant de ce qu'avait fait Google ADK, Google Agent Development Kit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans un index, enfin, dans un espace fichier à part, on crée une arborescence avec le nom des users et l'ID des conversations. Et dans ces conversations-là, on vient stocker les fichiers que l'utilisateur upload à la demande et les fichiers type Canvas que l'utilisateur est en train de créer par co-construction avec l'assistant. Et en fait, on va donner des tools qui va permettre à l'assistant IA d'interagir avec ces fichiers. Donc quand l'utilisateur va uploader un nouveau fichier en live dans la conversation, ce qui se passe dans les coulisses de notre back-end, c'est que le texte est extrait et ensuite on suit le pipeline de RAG que vous connaissez. On prend le texte, on l'extrait, on le découpe en morceaux, on le met dans un index. Donc là, on a fait un index à part, l'index des chunks d'artefacts, qui va permettre de l'isoler. J'isole mon RAG qui est sur la connaissance générique de mes fichiers spécifiques que j'ai mis pour cette conversation uniquement. Et en fait, comment le LLM va savoir qu'il peut avoir accès à ces fichiers-là, c'est que dès que l'upload du fichier est complété, que la machine a été faite, on injecte dans le prompt system le fait que l'utilisateur a uploadé tel fichier. Si par exemple j'upload un fichier sur rapport financier Q3 et rapport financier Q4, et ben dans le prompt system, mon LLM verra sans que l'utilisateur ne voit rien du tout, l'utilisateur, tu as accès au fichier rapport financier Q3 et Q4 et l'agent a l'outil Search in File qui lui permet de mettre avec le nom du fichier qu'il a dans son prompt system, pas de problème, et la question qu'il a posée et ça fait du coup du RAG sur le fichier et ça ne récupère que les petits fragments du fichier qui servent à répondre. Et pour pouvoir écrire des documents de type Canvas, on va passer un petit peu rapidement là-dessus pour laisser de la place aux agents plus tard. Pareil, on a des outils d'écriture, Write in Canvas, Create Canvas, Read Canvas, avec des fichiers des histoires de grep qui permet au LLM d'écrire la synthèse, etc. Donc on a dû créer finalement 2 nouveaux index, ceux des artefacts pour stocker les documents et ceux des chunks pour pouvoir faire du RAG dessus, pour faire cette fonctionnalité que n'importe quel product manager appelait totalement triviale. Voilà, donc l'agentique démarre, on commence à créer des workflows, à assembler des super tools. Le problème, c'est que très vite, on se rend compte qu'on a créé Frankenstein, alors le truc part dans tous les sens. En production, il ne se comporte pas comme on s'attendait à ce qu'il fonctionne sur nos bureaux ou sur notre desktop. Donc, comment gérer ce problème et comment regarder ce qui se passe un peu au sein de ces workflows? Eh ben, avant tout,
chez Elastic, ils ne vous diront pas le contraire, c'est que si on veut comprendre quelque chose, il faut l'observer. Et que si on veut observer les choses, il faut prévoir les mécanismes pour capturer toute la donnée dont on a besoin pour qualifier le comportement du système. Donc Yvan vous l'a raconté, on est un peu sur l'échelle de l'agentique où on passe du RAG à l'agent conversationnel à la construction de workflow. Et il faut du coup, de la même manière que au moment de passer du RAG à l'agent conversationnel, on avait dû se poser la question de la bonne structure de données pour ne perdre aucune information et savoir les réutiliser plus tard comme on voulait. Donc à l'époque, c'était juste lancer la génération du message suivant. Là, on doit se poser les bonnes questions. Comment est-ce que je dois stocker les informations de mes agents pour pouvoir les observer, vérifier leur bon comportement, calculer les métriques que je veux dessus, etc., etc. Déjà, il faut un peu définir ce que c'est qu'un agent et se mettre d'accord dessus. C'est pas du tout simple. Donc, on va distinguer en fait les workflows où on fait un enchaînement de tools et d'appels de LLM qui est déterministe et mieux maîtrisé, des agents type React où le LLM décide lui-même des actions à effectuer. Finalement, les agents type React seuls, on les a à peu près traités puisqu'ils suivent le fameux format OpenAI. On peut décrire tout le run d'un agent React comme la simple liste alternance de messages, surtout des messages assistants, puisque l'agent React est censé tourner tout seul jusqu'à ce qu'il ait fini. Donc on a des messages assistants et des appels d'outils en boucle jusqu'à ce que la réponse finale soit donnée. Mais quand on veut commencer à marier des agents React ensemble, à faire des choses, on retombe forcément sur des workflows. Comment décrire un workflow? Finalement, on va appliquer la règle du canard. Si quelque chose ressemble à un canard, fait squeak-squeak comme un canard, marche comme un canard, c'est que c'est probablement un canard. Je suppose que beaucoup d'entre vous dans cette salle ont fait des études d'informatique, et lorsque je vous mets une image sur votre gauche de N8N, un outil assez plébiscité pour construire des workflows IA, et sur votre droite, l'image d'un exercice de maths sur un graphe acyclique, de loin, avec la petite taille d'image que j'ai choisie, vous êtes d'accord que ça ressemble quand même étrangement. On va donc, de manière péremptoire, décider que on peut décider de représenter des workflows d'IA comme étant des graphes acycliques, et si on veut, on va faire tomber cette condition d'acyclicité plus tard quand on sera grand. Ça implique des choses. C'est qu'un graphe, on peut le définir facilement comme des nœuds et les liens qui les unissent. Et c'est exactement ce paradigme-là qu'on va choisir pour le décrire. Donc ici, vous avez une illustration de notre outil interne pour créer des workflows en no-code et les exécuter. On a en fait basé cette philosophie de workflow comme graphe pour le concevoir. C'est-à-dire que en fait, on peut représenter le workflow comme un JSON qu'on décrit, d'où les champs principaux sont les nœuds. Et ensuite, on peut aussi stocker la liste des arêtes plus tard. Et en fait, l'exécution, chaque information contient les informations nécessaires et suffisantes pour exécuter le nœud. Et chaque arête, les informations nécessaires et suffisantes pour passer la balle d'un nœud au suivant. Voilà, donc on peut vite faire Frankenstein, comme Yvan l'a dit. Et donc, soit construire son graphe en low-code, je drag and drop les différents nœuds, je les connecte et ensuite j'édite les propriétés de chacun des nœuds, je vérifie qu'ils s'exécutent bien. Et ensuite, donc ça c'est la partie de création de l'agent. Et ensuite, vous avez la partie d'exécution de l'agent. Une fois que je suis content de mon agent et de son run, je le lâche dans la nature et puis je vais regarder ce qu'il a fait. C'est deux étapes qui sont souvent mélangées dans les outils, mais il faut bien scinder la conception de l'agent, ce que propose N8N, de l'observabilité de l'agent, c'est-à-dire lorsque je lance mon agent une fois, il s'exécute avec un ID d'exécution, un instant T, et ensuite il va produire des points de données que je vais vouloir observer pour être sûr que tout se comporte bien, et ensuite réutiliser à d'autres endroits de mon logiciel. Donc finalement, à partir de ce constat-là, on a décidé que Yvan, pas nous faut avoir un seul, mais deux index pour être capable de capturer tout ce qui se passe à l'intérieur de notre agent. Donc une fois qu'on a les informations sur les nœuds et sur l'exécution d'un agent unitaire, on peut reconstruire tout ça. Donc finalement, on va avoir l'index des
workflows qui va stocker une exécution unique d'un workflow. Donc quand je lance par exemple mon workflow qui va m'expliquer la météo dans une ville avec plein d'indicateurs différents, je le lance à un instant T, mon backend est en train de runner le workflow, il sauve l'ID unique de run de ce workflow, l'utilisateur qui l'a lancé, la date de début, la date de fin, est-ce qu'il a craché en plein milieu ou est-ce qu'il a en gros les informations basiques sur le processus au sens informatique. Et ensuite, à chaque fois que j'avance dans mon workflow, je saute d'un nœud à l'autre et je vais venir stocker la trace d'exécution de ce nœud. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a été envoyé en entrée du nœud, qu'est-ce qui a été envoyé en sortie, c'était quel type de nœud, pour que je sois capable de faire de la reproductibilité et de relancer l'exécution de ce nœud s'il y a eu un problème comme un crash d'API ou des problèmes de disponibilité du LLM. Et finalement, on se rend compte qu'avec ces deux seules structures de données, eh bien, on arrive à avoir des agents qui sont stateful, c'est-à-dire des agents pour lesquels je peux commencer l'exécution à un moment, arrêter, la reprendre, revenir en arrière, puisque en fait, les informations stockées dans les node records sont nécessaires et suffisantes pour réexécuter chaque étape du graphe jusqu'au point qui m'intéresse et que je veux observer. Et pourquoi c'est extrêmement précieux à l'époque de l'IA agentique? C'est parce que ça me permet d'avoir un contrôle sur ce qui se passe dans mes données. Je peux identifier avec évidemment un travail de logging qui peut s'automatiser en partie avec d'autres agents, repérer quand mon agent a échoué en production, à quelle étape précise il a échoué, et donc à partir de ces informations-là, je peux améliorer mon agent en production et ses performances. Et ça, ces améliorations, ces self-learning agents, des agents qui vont progresser au fur et à mesure qu'on les lance en production, qu'on observe ce qui ne va pas et qu'on les améliore à partir de ce feedback-là, tout ça n'est possible que si je stocke fermement et proprement toutes les traces d'exécution de tous les runs que j'ai lancés. Et ça, c'est possible avec seulement 2 nouveaux index, même si la liste commence à être un petit peu longue. Pour vous distraire et redynamiser un peu, on vous propose une petite démo de tout ce qu'on vous a raconté. Je vous rassure, la démo, ça veut dire que la bière est pas très loin, donc c'est bientôt fini. Hein. Donc la démo, donc en fait voilà le genre d'application qu'on produit. Bon, ça c'était le bon temps, hein, donc c'était le bon temps du dashboard avec 10 dimensions qu'on peut représenter issues d'une ontologie, qu'on présente sous forme de bar chart, de camembert, de nuages de mots. Voilà, on a également des concepts divers et variés, des concepts de risque, des concepts de sécurité. Voilà, des concepts, et puis tout ça est relié par des relations, donc des relations soit de base, comme des relations de co-occurrence, soit des relations sémantiques, c'est-à-dire que dans la phrase, il y a un verbe transitif qui relie deux notions entre elles. Voilà, donc c'était le bon temps, le temps était tranquille. Et maintenant, en fait, est apparu ce truc-là, qui est l'agent, en fait, et l'idée étant d'avoir une interactivité en langage naturel, et j'ai paumé ma session, voilà, et je peux lui poser une question basique, donc liste, pardon, On va voir si vous avez suivi, quelle va être la question que va poser Yvan. Voilà, utilisée par les Russes. Voilà, donc hop, en espérant que ma connexion fonctionne, ça mouline, il va répondre. Donc Elastic, je pense, il a déjà fini. Hein, donc le retrieve est déjà parti. Voilà, et il me mouline. Hein, c'est un Gwen 32, un Gwen 3, 32B, hébergé on-premise, voilà, sur des cartes. Il n'est même pas quantisé, donc il est sur 2 cartes 48 Go. Ouais. Ok, donc il m'a sorti une liste, hein, ce qui vaut ce qu'elle vaut. Ok, et en fait, je la trouve incomplète. Voilà. Donc je lui dis, rajoute. Ah oui, bah oui. Et vous avez aussi le sourcing amené par le RAG de tous les documents de votre base utilisés pour vous apporter cette réponse. Les chunks sont reliés aux documents et donc on sait d'où viennent les trucs. Et vous cliquez, ça ouvre le document, etc. Rajoute la date de construction, le constructeur, et les
caractéristique, je tape comme la police, technique. On demande À un deux tableau doigts. ou on ne demande pas un tableau? Non, on va pas demander de tableau. Donc il mouline, pareil. Donc il va reprendre de la conversation le dernier tour dans lequel j'avais décrit que je voulais une liste. Donc je pense il va être capable, on peut espérer, qu'il va reprendre mon truc et me compléter. Voilà, donc ma liste devient un peu plus compliquée. Voilà. Et j'ai beaucoup plus de trucs pour chacune des entrées que j'avais avant ma pauvre entrée. Ok, donc il me parle du T90M Armata, du machin, du Proxil, du T72 qui est une vieille trapanelle. Hop, le 62 encore pire, qu'ils ont ressorti. Voilà, l'Armata on en a parlé. Je crois qu'on l'a lancé pour un moment là. Voilà, le Terminator. Hop, le BTMT. Bon, tu vas peut-être finir, non? Il est très prolixe, il a l'air d'être lancé au T34. Enfin. Vous voyez la nécessité de chunker les tours de conversation. Hein. Voilà, donc à chaque fois, donc il a fini, il m'a affiché pareil les sources, donc voilà. Je lui dis maintenant, la structure de ma truc, tu vas la reprendre, et je vais lui dire la même chose pour les Ukrainiens. Voilà. Donc, il va reprendre le tour de conversation avant où j'ai décrit, 2 tours avant où j'ai dit que je voulais une liste, 1 tour avant dont j'ai décrit la structure de la liste, et il va partir. J'espère qu'il va me répondre. Voilà. Voilà, bah, il est parti, ça y est. Ah bon, ça a l'air d'être à peu près la même. Ah voilà. Non, il y a les Abrams américains en plus. Bah oui, parce que c'est les Russes ukrainiens, donc on est chez les gentils. Donc, Normalement, ils ont... Voilà, et donc, ça mouline. Bon, je vous rassure, hein, ma démo, elle va pas durer très très longtemps. Hein, ça. C'est bon, allez, pépère. Voilà, c'est là où l'intérêt du streaming est quand même un intérêt pour faire patienter les utilisateurs, parce que il y a vraiment un rapport 1 à 10 entre le temps du retrieve élastique. Hein, vous avez vu tous les index qu'il y a. On avait une palanquée et ça pose aucun problème. Voilà. C'est un peu comme la guerre des étoiles. Voilà. Donc les sources sont là. Et donc je vais lui dire maintenant, c'est même chose, mais pour les avions de chasse et les Russes. Voilà, et pour les Russes, putain. Voilà, donc il va reprendre les tours et machin, et j'espère qu'il va être capable de se débrouiller. Voilà, si vous voulez, on peut passer la soirée, on peut faire les drones, les camions, les machins. Hein, donc, voilà l'idée. Voilà, je pense que vous avez compris. Hein. Voilà, donc rassurez-vous, après moi, c'est la conclusion. Donc, il n'y a plus que quelques slides, hein, donc c'est bientôt fini. Donc voilà, il est parti dans les Sukhoi et les machins. Ceux qui ont fait des maquettes, voilà, généralement les geeks aiment bien les maquettes. Donc, on a tous fait, pour beaucoup d'entre nous, des maquettes de ces trucs-là. Voilà, donc, du moins, c'était ma génération. Hein, je suis un vieux daron, donc... Voilà, hop, donc voilà le flanker, les trucs, et il fait même une conclusion. Enfin voilà l'idée, c'est de reprendre la structure de la conversation, de reprendre les éléments, tout en temps de savoir ce qu'il a répondu, tenir tout ça, et avoir une conversation fluide avec une partage de contexte, je vous rappelle, partage de contexte et communication minimale à travers un chat. Voilà. Donc je te laisse conclure. On va faire exactement comme Quen32b est passé à la conclusion. J'espère vous avoir convaincu lors de ce talk que arriver à cette interaction naturelle et fluide qui vous semble si évidente lorsque vous utilisez GPT est loin d'être trivial au niveau de l'implémentation back-end qu'on doit mener. Mais finalement, vous avez vu que en montant petit à petit les échelles de l'IA agentique, on ne faisait que rajouter des nouveaux index élastiques où on venait mettre des données de plus en plus compliquées. Bilan qu'on pourrait potentiellement faire de toute cette présentation, est-ce que le CTO à l'ère de la Gen AI n'est-il pas un simple créateur d'index dans lequel il viendrait béner les nouvelles couches d'informations que la complexité des systèmes qu'il construit vient
ajouter. Ce serait peut-être un petit peu réducteur. Mais la vérité est que si on considère le projet qu'on vous a montré, et encore, on vous a fait grâce de nos travaux sur le clustering, alors qu'au bon vieux temps où Yvan pensait prendre sa retraite, on n'avait besoin que de 2 index, les documents et les relations, on en est passé à 12 ou 13 avec des tailles afférentes. Et donc une complexité d'infrastructure qui n'était pas censée être notre métier aujourd'hui. Mais finalement, on ne fait pas tout ce travail pour rien. Si on compare encore 2023-2024, les premières interactions faites avec un LLM. Les premiers déploiements d'un LLM étaient assez simplistes. Les utilisateurs préparaient un système prompt avec des instructions métiers. Ils venaient dans le user prompt l'enrichir avec des données spécifiques au cas d'automatisation qu'ils voulaient traiter et ils envoyaient ça en batch. Techniquement à faire, ça prenait une vingtaine de lignes de code et c'était encore très simple. Mais quand on regarde l'état des systèmes agentiques aujourd'hui, des agents conversationnels aujourd'hui, notre agent doit être capable de se souvenir de ce qui a été dit plus haut dans la conversation. Il doit potentiellement lire dans les documents que l'utilisateur vient lui donner à la volée. Il doit potentiellement lire dans des documents qui sont dans une base de connaissances à laquelle on lui donne accès via des tools. Il doit potentiellement pouvoir utiliser d'autres tools qu'on lui donne. Il doit potentiellement écrire et lire dans une mémoire, dans d'autres documents. Il doit potentiellement se souvenir des préférences de tel utilisateur d'une conversation à l'autre, etc. etc. Et finalement, l'art de l'ingénierie IA aujourd'hui, c'est d'effectuer cette opération de sélection que Karpathy a appelée context engineering, qui suppose de prendre ce magma informationnel et de le réduire avec la contrainte technique qui est la taille maximale de la fenêtre de contexte du modèle qu'on est en train d'utiliser à l'instant T pour continuer la mission. Et si on prend la visualisation que propose ce blog d'Anthropic, on voit finalement qu'on peut que les informations, on peut les hiérarchiser, les structurer, et chaque couleur différente que vous avez dans le schéma d'Anthropic correspond quand même grosso modo à un des index qu'on vous a présenté. Donc tout notre travail consiste à organiser la donnée en amont, l'indexation, et à organiser cette étape de context engineering, la phase de sélection, pour optimiser les performances des agents qu'on veut déployer en production. Et c'est la seule manière dont on peut espérer tirer des résultats valides du magma informationnel qu'on voudrait que nos agents IA manipulent à notre place. Donc finalement, si on répond à la question qu'on avait posée tout à l'heure, quel est maintenant le nouvel état de l'écosystème, c'est qu'on a réussi à intégrer le LLM, enfin en tout cas l'agent, au cœur des produits proposés par la PME de tech. On délocalise, comme l'a dit Yvan, les modèles parce que c'est hors de notre portée, mais l'infrastructure agentique fait maintenant partie, au même titre que le front-end et le back-end, de l'offre que vont maintenant proposer et monétiser les entreprises de tech. Et alors qu'on aurait pu se dire en 2022, en se posant la question que finalement, les LLM allaient éclipser les index, les moteurs de recherche, les visualisations et les rendre obsolètes, cette nouvelle reconfiguration du paysage de la tech en 2025 fait que les moteurs de recherche comme Elastic reviennent encore plus au centre parce qu'ils deviennent la source de toutes les données que vont manipuler les agents pour pouvoir fonctionner correctement. Merci de votre attention. Merci de votre attention.